Bienvenue dans Dance Lab, le podcast dynamique et éducatif où la passion de la danse rencontre le monde de l'entrepreneuriat, du bien-être, de la santé mentale et bien plus encore. Des conseils, des histoires, des conversations captivantes avec des experts et des personnalités où recommandations et partage d'expériences enrichissent le quotidien des danseurs et pas que. Je suis Maïwenn Bramoulet, danseuse professionnelle aux multicasquettes, passionnée de danse depuis toute petite, ayant pour objectif de lever les voiles sur les fantasmes et les clichés du métier. En vous partageant toutes les facettes, les difficultés, les richesses et les challenges que ce métier comporte. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager autour de toi, à me laisser une note et un commentaire sur Spotify ou Apple Podcast. Et si tu souhaites participer au podcast, écris-moi. Aujourd'hui, j'accueille Laetitia Moreau, danseuse professionnelle, coach sportive et ancienne professeure d'EPS. Fille d'une famille sans aucun lien avec le milieu artistique, elle a découvert la danse à travers les clips de Michael Jackson et les films comme Sexy Dance ou Oni, qui l'ont plongée dans l'univers des danses urbaines. Autodidacte et passionnée, elle a appris à reproduire des chorégraphies depuis son salon avant de réaliser ses premières grandes performances. Malgré les obstacles comme l'éloignement de ses parents vis-à-vis de son rêve et leur priorité pour ses études académiques, Laetitia a continué à poursuivre son objectif avec détermination. Après avoir validé un master avec mention pour faire plaisir à sa famille, elle a décidé de se consacrer entièrement à la danse. En 2020, après un déclic à Los Angeles et malgré les pressions familiales, elle s'est installée à Paris pour donner vie à son rêve. Avec une énergie sans faille, Laetitia a multiplié les efforts pour se faire une place dans le milieu, cours de danse le soir, premier contrat pour des clips et des scènes prestigieuses comme Bercy, jusqu'à décrocher un contrat révélateur dans un restaurant festif international. Cette expérience l'a propulsée, mais aussi confrontée à la réalité de l'intermittence et aux désillusions du milieu, entre instabilité financière et remarques sur le physique. Malgré tout, Laetitia reste animée par sa passion et évolue vers de nouveaux horizons. Son parcours incarne une vérité fondamentale. Peu importe d'où l'on vient, avec du travail, de la détermination et une force mentale à toute épreuve, tout est possible. Dans cet épisode, Laetitia nous partagera son parcours, ses défis, ses triomphes et les leçons qu'elle en tire pour nous rappeler que la passion peut nous emmener au-delà de nos limites. Coucou Laetitia. Coucou Maïwenn. Ça va ? Ça va et toi ? Oui, très heureuse de t'avoir au micro du podcast. Écoute, pour commencer, est-ce que tu peux nous parler de ton parcours ? Qu'est-ce qui a déclenché cette passion pour la danse malgré un environnement sans lien direct avec le monde artistique ? Voilà, comment est-ce que tu as cultivé cette flamme au début ? Ou d'où t'as tiré ton inspiration ? Alors, je pense que comme beaucoup de petites filles qui vient de n'importe où d'ailleurs, j'ai regardé des films de danse, après même des clips que je voyais passer à la télé, des séries comme Disney, bref, plein de choses comme ça. J'avais déjà cette approche, et puis à côté, il y avait ma maman qui écoutait aussi Michael Jackson. Yes. Et les clips que je regardais... Alors, c'était un peu deep pour une petite fille, j'étais quand même attirée par ce côté un peu plus urbain, mais sinon tout ce qui tourne autour de la danse, ça me plaisait beaucoup. Et pour moi, surtout, comme je viens d'une campagne, c'était quelque chose qui existe qu'à la télé. C'est pas réel, tu vois, c'est pas un truc auquel je pensais avoir accès un jour, donc c'est comme ça que ça a commencé en tout cas. Ok, et du coup, c'est l'influence de Michael Jackson et des films de danse qui a été un petit peu déterminant dans ton envie de faire de la danse ton métier ou d'aller vers le milieu artistique. Et est-ce que tu peux nous parler de l'impact justement émotionnel de ces premières expériences et comment ça a nourri ton imaginaire ? Alors, du coup, de ce que je me souviens, j'étais très rêveuse comme petite fille. Et je m'imaginais beaucoup être dans un film, dans une série, danser, chanter, être sur scène. Et du coup, je me faisais des films chez moi, dans ma chambre toute seule, parce que j'avais pas accès On l'a tous fait. Ouais, je me doute bien. J'avais pas accès à cette ouverture pour pouvoir prendre des cours ou quoi que ce soit. Donc, c'était pas quelque chose que je pouvais faire, en tout cas. Et même pour prendre des cours de danse, j'ai fait d'autres activités avant, parce qu'il n'y avait pas d'école de danse, en fait, chez moi.
Et du coup, comme mes parents viennent de la campagne, ça veut dire que la prochaine ville où il y a une école de danse va faire de la route. Donc, il faut qu'on puisse m'emmener. Et du coup, mes parents n'étaient pas très chauds au début. Et puis, au final, après, toutes mes copines dansaient au même endroit. Donc, on s'est organisé en covoiturage. Et c'est comme ça que j'ai commencé dans ma première école de danse de campagne. Yes. Donc, je suis restée, je crois, 12 ans. Mais bon. Donc, tu as commencé par le modern jazz avant de te tourner vers les danses urbaines. Et qu'est-ce qui t'a attiré justement dans ce nouveau style et comment s'est faite cette transition ? Alors, déjà, il n'y avait pas beaucoup d'écoles de danse. Donc, même si moi, j'aimais bien les danses urbaines, bah, j'ai pris ce qu'il y avait. Ouais. Après, je ne regrette pas parce que j'ai adoré être là-bas pendant toutes ces années. Et du coup, on était quand même assez libres. La prof Stéphanie que j'avais à l'époque, des fois, elle nous laissait créer des chorégraphies. Donc, c'est là qu'on reprenait un peu des pas des films de danse que j'aimais trop faire et qu'on créait des chorégraphies avec les copines et qu'on pouvait montrer au spectacle de danse à la fin de l'année. Donc, c'est plus comme ça ma première approche, mais j'avais pas accès à quoi que ce soit d'autre comme cours. Donc, pour avoir des bases, ben, j'en avais pas en fait. C'était ce que je regardais, les vidéos de chorégraphie que je recopiais chez moi. Et du coup, plus le modern jazz pendant toutes ces années jusqu'à ce que j'arrive à la fac plus tard. Et après, tu as rencontré une professeure, Anne, de danse urbaine. Donc du coup, ça a été un peu un tournant. Et comment cette relation a-t-elle influencé ton parcours et t'a propulsé vers une pratique plus intensive, donc à la fac, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Et alors, moi, du coup, j'ai fait de la danse dans l'école que je te parlais juste avant pendant longtemps, mais à côté de ça, j'étais à l'école, j'ai dû faire mes études, et c'est seulement en 2e ou 3e année que j'ai fait la rencontre du coup de Anne. Ouais. Par hasard, j'entendais de la musique qui me plaisait. Par hasard. À la fac, je me suis dit, jamais des gens par hasard. C'est clair. Ouais. Qu'est-ce que c'est que cette musique ? J'aime trop, ça s'entend qu'il y a de la danse. Je vais voir, et du coup, c'est Anne qui donnait cours aux étudiantes. Donc, elle avait son école de danse, mais elle donnait aussi cours à la fac à l'époque, du coup, aux étudiantes. Et du coup, en gros, j'ai vu de la lumière, je suis rentrée, quoi, tu vois. Yes. Et c'est comme ça que j'ai fait sa rencontre. J'ai pris son cours et après, on a parlé. Et tout s'est fait très vite, on a discuté. Moi, du coup, j'étais là, j'aimais trop la danse, je voulais être danseuse encore à ce moment-là. Et elle m'a pris sous son aile, du coup, et elle m'a fait rentrer dans son école. Donc, où je suis arrivée déjà assez tard, mine de rien, parce que j'avais déjà, je pense, 22 ou 23 ans quand même. 22 ans, je crois. Ouais. Et du coup, je suis rentrée dans un groupe qui était déjà tout fait, où d'un coup, je me suis mis à faire des compétitions. Je suis passée de mes 1 heure de danse dans mon ancienne école à 3 heures tous les jours, tous les week-ends, toutes les vacances. Enfin, j'avais plus que ça en tête, même si je faisais toujours mes études à côté. Mais ça a vraiment déclenché quelque chose de fort, parce que c'était un style qui me parlait beaucoup plus. Et j'avais pas ça comme école de danse près de chez moi. Et c'est seulement quand je suis arrivée du coup à la fac, dans une autre ville. T'étais où à Dijon? Dijon, ouais. Ah oui, donc plus grande ville. Ouais. Donc plus de choix aussi au niveau artistique. Et ouais. Et du coup, c'est ça qui m'a fait découvrir d'autres styles, parce que du coup, elle donnait des cours de hip-hop, raga, dancehall. Enfin, c'était du coup le monde urbain que je recherchais finalement. Ça collait plus à ce que je voyais dans les vidéos, parce qu'à ce moment-là, je pouvais pas mettre un nom sur un style, je savais pas quoi. Vu que tu recopiais. Ouais, c'est ça. Et après, t'as pris la décision de partir te former aux États-Unis, après la fac, c'est ça ? Alors, j'étais encore à la fac, la première fois que j'y suis allée. Alors, Anne, du coup, elle a laissé son école de danse à Alex, du coup, qui est maintenant ma meilleure amie. Et à ce moment-là, du coup, elle venait de récupérer l'école, et on est parti avec un groupe de 5 filles en 2018 à Los Angeles, pendant l'été, du coup, 2018. Et là, c'était les débuts, parce que je venais d'arriver encore il y a même pas 1 an dans cette école. Ouais, 1 an et demi. Donc, j'avais pas encore un niveau ouf, quoi. Mais je me suis formée... Tu t'es formée là-bas, du coup ? Là-bas, ouais. J'ai bouffé des cours non-stop toute la journée. On pouvait en prendre 5 par jour tout l'été, quoi. Donc, je suis revenue, j'avais 6 fois mon niveau, tu vois. Ouais, mais c'est trop bien, t'as fait un intensif. T'étais où à Los Angeles ? Comment ça, où j'étais ? À l'école. Enfin, t'as pris... Alors, j'ai pris... Alors, les écoles que j'ai fait... Alors, en 2018, je suis retournée en 2020, j'ai pas fait les mêmes écoles, mais... Le Millennium. Ouais. Le Playground. Ouais. J'ai fait le Timely TV. Ouais. Le ML, le Movement Lifestyle. Ou alors, celui-là, je l'ai fait qu'en 2020, je sais plus. Mais en tout cas, c'était ces écoles-là. Je crois que j'en oublie pas. Si, j'en oublie une, mais je sais plus son nom.
Il y a... Non, je sais plus. Bon, c'est pas très grave. Ouais, c'est vrai que quand tu vas aux États-Unis, le niveau, il est quand même assez intensif. Et comme tu as beaucoup de cours open aussi, comme à Paris, hein, je trouve que faut se le dire aussi, à Paris, il y a un bon niveau. Mais c'est vrai que quand tu prends beaucoup de cours à la journée et que tu vas vraiment là-bas en mode intensif, tu repars avec des clés de fou. C'est ça. Puis en plus, quand t'es focus, parce que tu viens ici pour te tuer et progresser de fou, c'est un mindset de fou. Mais c'est pas cette année-là que j'ai eu mon déclic. J'y suis retournée en 2020. Parce qu'en fait, là, en 2018, il y avait beaucoup de touristes. Tu sais, c'était l'été. Donc, il y avait des étrangers de partout qui venaient pour l'été, quoi. Donc, ça faisait très mi-vacances, mi-entraînement. On s'entraînait beaucoup, mais c'était l'été aussi. Donc, du coup, on profitait. Il y avait plein de touristes. Enfin, c'était pas la même chose. En 2020, quand j'y suis retournée, c'était dans la période de mon anniversaire, en février-mars 2020, juste avant le confinement. Du coup, là, le contexte, il était complètement différent. Et puis, du coup, c'était 2 ans plus tard. Mon niveau avait déjà largement évolué. T'avais quoi à cet âge-là, 22 ? Alors, du coup, en 2020... non, j'avais 24. 22, c'était en 2018. Non, mais c'est bien, du coup, ça montre que c'est pas en fait l'âge qui détermine... Non. Ça, c'est un truc qui m'angoissait beaucoup. Parce que... T'avais l'impression d'être en retard ? Ouais. Ouais, mais ça, c'est parce que c'est des clichés... C'est des clichés, et puis parce que j'ai pas pu faire de la danse tout de suite, ni mon métier, ni même rentrer dans une formation, parce que mes parents voulaient pas. Ouais. Bon, avant je comprenais pas et j'étais pas contente, mais maintenant je comprends un peu plus pourquoi, parce que je vois comment est ce milieu-là. C'est très incertain, c'est très instable, il y a plein d'envers du décor. On en parlera plus tard. En tant que parent, c'est compliqué à comprendre, surtout quand on n'a pas du tout un pied dedans, parce que moi, mes parents, ils sont tellement éloignés de ce milieu-là. Enfin, je veux dire, ma maman, elle écoutait Michael Jackson, mais c'est le seul lien qu'on a avec la musique, quoi. Tu vois, c'est... Donc, forcément, quand il n'y a pas d'artistes et que c'est des formations qu'on connaît même pas et qu'on vient de la campagne, mes parents, ils m'ont dit pas du tout, j'avais des bonnes notes, tu feras des études, quoi. Donc, du coup, forcément, je suis arrivée à commencer à vouloir me former, etc., en même temps que je faisais d'autres études, et j'étais en train de prendre de l'âge, normal, parce qu'après le bac, j'ai pas pu faire ça comme choix. Enfin, comme choix de vouloir faire une école de danse ou quoi. Je suis partie en fac de sport, du coup. Justement, comment, tu vois, toi, t'as gardé un peu cette détermination alors que tes parents, ils voulaient que tu fasses des études. Comment t'as aussi concilié l'exigence familiale avec ton rêve de danse ? Tu dis que tu as fait du coup une fac de sport option danse. Pourquoi ce choix ? Je crois que tu as une anecdote à raconter là-dessus. Ouais, alors, du coup, c'est pas un secret, je voulais être danseuse. Mes parents ne voulaient pas, on a bien compris. Sauf qu'arrive le moment où je suis en terminale et que moi je vais être danseuse pro, mais on va passer le bac, il faut faire ses vœux. Bon, évidemment, moi je regarde les écoles de danse. Et mes parents, évidemment, me prennent pas au sérieux, mais en même temps, je veux comprendre, parce que c'est tellement lunaire, en fait, quand tu viens de la campagne, de vouloir être danseuse, chanteuse ou tout ce que tu veux, parce que toutes les petites filles, elles disent ça, quoi. Enfin, là, je suis plus une petite fille, je vais déjà avoir 17 ans, donc bon. Puis quand ça m'a duré jusqu'à 25, ils ont compris. Mais bon, à ce moment-là, c'est non. Donc, du coup, je fais ça en vœux, et en fait, mes parents veulent pas. Ouais. Donc, du coup, j'ai pas ces premiers vœux. Et je suis vraiment en cours, parce qu'on doit rendre la feuille de vœux, et j'ai rien sur mes vœux. Et je suis assise, j'ai un camarade à côté de moi, vraiment comme si j'étais à un contrôle et que je copiais. J'ai dit, t'as mis quoi, toi ? Et il m'a dit, je mis STAPS. Je lui ai dit, c'est quoi ça ? Il dit, c'est une fac de sport. Moi, tu sais, comme si j'étais en train de chercher comme ça, mais qu'est-ce que je peux faire ? Il m'a dit, il y a une option danse. J'ai fait, ah ouais ? Vas-y. Je te suis. Voilà comment j'ai terminé en STAPS. Après, j'adorais le sport et je regrette pas, parce que je suis formée et de base, je suis bonne à l'école quand même, et j'étais beaucoup dans les sciences, les maths, et je suis assez cartésienne à côté de ça, même si je suis rêveuse. C'est le côté de savoir tout ce qui se passe dans le corps par rapport au mouvement, etc. Je l'ai lié après dans tout mon cursus scolaire puis à la danse. Ça m'a aidé aidé parce que même du coup j'étais en option danse, j'ai pu avoir quand même des cours pratiques et théoriques
danse du coup plus académique que j'aimais pas forcément. Enfin si, j'aimais bien, mais c'était pas ce que je voulais. Moi je préférais les danses urbaines, mais en même temps j'étais contente d'apprendre la culture de toute la danse, quoi. Ouais. Tu vois, en théorie et en pratique aussi pour avoir des bases, etc. Même si c'est pas la même formation qu'une formation de danse pure, bah, j'étais quand même contente de pouvoir faire ça à la fac. Et en plus, à la fac, on avait une troupe semi-pro où il y avait tous les acrobates, tous les artistes, les danseurs, et on faisait des spectacles, on a fait des zéniths. Et du coup, c'était la première approche de la scène pro, tu vois. Ouais, où ça t'a permis de faire aussi des rencontres. J'ai eu de la chance quand même dans mon cursus post-bac, du coup, de pouvoir faire ça. Et comme on est sur les anecdotes, il y a une anecdote que tu m'as racontée en off qui me vient, où tu parles justement d'une première expérience sur scène devant 15 000 personnes à tes 13-14 ans. Ouais. Et ça a été aussi un petit peu ce moment-là qui t'a encore plus donné envie de faire de la scène. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire? Je sais plus s'il y avait 15 000 personnes, mais en tout cas, de ma petite taille, du monde. Il y avait foule au loin. En fait, c'est la première fois, du coup, quand j'étais encore dans ma première école de danse, où il y avait un chorégraphe extérieur qui venait chercher des danseuses pour la fête de la musique. Et du coup, chez nous, à la campagne, quand il y a des fêtes de la musique, il y a des grosses scènes comme partout. Mais comme nous, c'est des petites villes, en fait, t'as toutes les villes alentours. Et du coup, t'as beaucoup de monde, quoi. Donc, c'était l'événement, quoi. Donc, la scène, elle était très grosse pour moi. Le public, il était démentiel par rapport au gala de danse que je faisais. Et du coup, à ce moment-là, d'avoir mis un pied sur scène et d'avoir tout ce monde, je savais que c'était là ma place. Et d'ailleurs, le chorégraphe m'avait dit, je sais plus exactement, mais il m'avait dit que j'irais loin et que j'allais faire ça, quoi. Et du coup, j'étais là, oui, moi, je veux vraiment faire ça. Et c'était vraiment au début du lycée. Bon, après, du coup, quand je suis revenue au lycée, tout le monde m'avait vue sur scène. J'étais aux anges. J'étais dans mon éra de star, tu vois. Bon, après, il fallait que je me calme parce que du coup, tu prends vite le melon. J'avais 13-14 ans. En plus, je dansais avec des plus grandes parce que j'étais la plus jeune. Puis, de toute façon, dans tout mon parcours de danse, j'étais toujours la plus jeune dans le groupe, qu'on envoyait valdinguer partout pour faire toutes les acrobaties. C'était trop bien. C'est trop cool. Mais ouais, du coup, première expérience de fou, en fait. Parce que quand j'y pense maintenant, c'est rien. C'est une petite scène de ville. Oui, mais c'est pour la fête de la musique. Mais à ce moment-là, c'était... c'était wow, important pour toi. Ouais. Et du coup, c'est là vraiment qu'après, j'ai dit je veux être danseuse et que j'ai mis ça dans mes vœux. Et qu'après, mes parents, ils ont dit non. Voilà. Et justement, ils ont dit non parce que... Ils voulaient certainement aussi te protéger parce que, nos parents, quand ils viennent pas de ce milieu-là, il y a aussi des peurs de ne pas vouloir envoyer leur enfant dans l'inconnu. Et t'as senti qu'il y avait donc un manque de soutien de tes parents, surtout quand t'as commencé vraiment à être beaucoup plus dans la danse. Comment t'as géré justement cette situation et trouvé les ressources nécessaires pour poursuivre ta passion? Est-ce qu'il y a eu une évolution après par la suite où t'as senti qu'ils t'avaient soutenu un peu plus? Alors... oui, forcément. Je leur en ai jamais voulu. Je me suis pas dit que c'était contre moi parce qu'ils voulaient pas que je sois heureuse. Même quand j'étais du coup pas d'accord avec eux plus jeunes. C'est plus avec du recul que je comprends aussi, maintenant que je prends de l'âge aussi, j'imagine plus tard si j'ai des enfants. Surtout quand on n'a pas les armes pour savoir affronter un milieu comme ça. Parce que même moi qui suis dedans maintenant, je saurais plus ou moins accompagner, mais je comprends la peur derrière tout ça. Ouais. Et aussi l'instabilité, parce que je comprends qu'en tant que parent, on pousse ses enfants à faire des études, surtout que j'avais des bonnes notes. Après, ça résume pas tout de faire des études pour faire des études, parce que l'important, c'est de trouver quelque chose qui nous plaît. Donc voilà, mais je sais que c'était pas une question de on veut pas que tu fasses ça parce que t'es nul. Mais il y avait quand même ce truc de t'as envie de danser, mais tout le monde a envie de danser. Et ils ont pas suivi l'évolution où j'ai dansé beaucoup, parce que j'étais à la fac et j'étais plus chez eux. Donc en fait, quand je rentrais, que je disais je peux pas rentrer ce week-end, les vacances je suis pas là, ça parce que en fait je dansais. T'es devenue adulte aussi, donc à un moment donné, tes parents ils peuvent plus. C'est ça, et puis du coup, mais j'ai bien vu qu'ils avaient pas forcément vu l'évolution quand j'ai voulu partir aux États-Unis. Mon père il était en panique parce que lui, pour que je parte loin comme ça, s'il m'arrive un truc, c'était non quoi. Ouais, donc il était un peu opposé à ça. Ouais, déjà les voyages, juste en loisir de base. Alors après, j'ai voulu partir y vivre, on y viendra après, mais à ce moment-là... tu peux le dire, hein. Vas-y. Hein. Oui, oui, parce qu'en 2020, quand je suis retournée aux États-Unis, comme j'ai eu le déclic où je disais comme il n'y avait pas de touristes et que c'était un monde complètement différent
comme si j'étais projetée là-dedans dans la vie de tous les jours, tu vois. Les gens, ils allaient s'entraîner, au bout d'un moment, on se reconnaissait. Salut, tu vas bien? Ouais, le réseau se tu fait. vois, Hein. ouais. Et je suis restée moins longtemps pour le coup que l'été, mais c'était tellement un contexte différent que j'ai eu un sentiment de... En fait, je me sentais attirée comme s'il fallait que je sois là. Parce que comme j'avais évolué aussi, je commençais à me faire plus repérer dans les cours, commencer à discuter avec les chorégraphes, tout ça. Enfin, à peine atterri, j'avais pris un cours. C'est la première fois que j'étais select. À la fin d'un cours, j'étais comme une ouf. J'avais même pas dormi, je sortais de l'avion. Premier cours, je me suis dit, attends. Là, j'ai évolué. Donc, j'étais trop fière. Et c'est surtout que du coup, j'ai senti un appel sur place, carrément. Des fois, je pleurais. Mais je savais pas si je pleurais de joie ou de tristesse. Parce que j'étais tellement heureuse d'être là. Mais j'étais tellement triste parce que j'allais rentrer. Même au début du séjour, je savais qu'il pouvait me rester 2 semaines. Hein. Mais comme je savais que j'allais pas rester ici, j'avais un truc qui me déchirait. Et du coup, je voulais absolument partir vivre aux États-Unis. Donc c'est là que je te disais, du coup, mon père était pas du tout d'accord parce que j'ai pété un plomb. J'ai dit, en fait, je vais aller vivre là-bas. Puis j'avais fini mes études à ce moment-là. Du coup, quand je suis allée en 2020, j'ai eu mon master en 2019. Okay. Donc du coup 2020 c'était l'année de je fais quoi en fait. J'ai fini mes études, mes parents j'ai rempli le deal, mais en fait je veux être danseuse, je veux toujours être danseuse. En fait quand je disais ça quand j'avais 15 ans que c'était mignon, en fait là j'ai 25 et je veux toujours. Donc ça a pas été facile, mais mon père a eu gain de cause parce que j'ai pas pu partir à cause du Covid. Et mais ça t'a pas empêché de quand même après venir sur Paris. Ouais. Et c'est vrai que c'est pas facile quand tu débarques quelque part et que tu connais personne. Comment t'as abordé cette nouvelle étape et quelle stratégie t'as mis en place pour te faire connaître? T'as pris des cours? Ouais, du coup, dans tous les cas, moi, dans cette année-là, j'étais prête pour repartir à zéro. Donc en fait, que ce soit Paris, Los Angeles, n'importe où, en fait, il fallait que j'ai un nouveau départ quelque part où je pouvais danser. J'avais quand même mon master en poche, donc c'est pour ça que j'ai pu être prof de PS contractuelle pendant 1 an. Ouais. C'était quand même ma formation et il fallait quand même travailler. C'est ça. Et il fallait quand même une solution de repli et je comprends mes parents pour ça. Même si du coup, moi, dans ma tête, c'était mon plan B et de commencer par mon plan B, j'étais un peu frustrée. Mais j'ai adoré parce que j'ai eu de la chance, je suis tombée sur une école, un collège incroyable et des collègues et un principal qui étaient hyper flexibles pour que je puisse mener à bien mon projet. Ça, c'est cool. Donc j'ai eu de la chance. Mais du coup, je suis arrivée à Paris. Je connaissais du coup personne. J'ai vécu chez ma tante un petit peu en arrivant. Heureusement qu'elle a été là parce qu'en plus ma tante, c'est la sœur de mon papa. Elle me soutenait pour le coup parce qu'elle adore la danse. Ah, yes. Et du coup, elle était toujours derrière moi. Donc c'était trop cool. Et du coup, par contre, je connaissais personne. Donc en fait, je me suis dit, qu'est-ce que je fais ? Parce que si je veux être danseuse, là, j'ai un poste, ok, mais je vais pas faire ça à terme. Comment je fais, en fait ? Parce que j'ai aucun contact. Les auditions, je sais même pas où elles sont affichées. Est-ce qu'il y en a tout le temps ? Comment ça marche ? Comment on est danseur ? C'est quoi le statut ? Ah, c'est l'intermittence. Ok, donc je commence à réfléchir à comment je fais. Et la première étape, c'est que je fais comme à Los Angeles. Je prends plein de cours et j'essaie de me faire voir le plus possible. J'essaie de prendre des cours hyper différents aussi pour combler des lacunes que j'ai parce que je sais que je me débrouillais, mais il y a certaines bases que j'avais pas dans aucun style parce que j'ai un peu appris sur le tas à droite à gauche et puis pour le coup assez tard parce que du coup je suis arrivée à Paris 2020, j'avais 24-25 ans. Donc j'avais cette angoisse de fou. Je me suis dit, mais attends, je veux essayer de commencer une carrière. J'ai déjà 25 ans, quoi, un quart de siècle. Il y en a, ils baignent dedans depuis qu'ils ont 5 ans. Ouais. Il y en a qui baignent pas forcément dedans, mais qui ont commencé à 18 ans, qui travaillent à 19-20. Moi, je suis là à 25 ans, je connais personne. Si je mets 5 ans à me faire voir et qu'après je travaille, je vais commencer une carrière à 30 ans, j'étais en panique. Et en fait, au fur et à mesure, j'ai compris que non, l'âge d'or, il était... dans mes âges, dans la tranche dans laquelle j'étais qu'au début de l'âge d'or. Alors 20 c'est bien aussi, mais c'était dans le sens où on m'a dit, toi t'as 25 ans, mais t'as la fougue et la jeunesse et la détermination d'une gamine de 16-17 ans, mais t'as la maturité et physiquement je parais 25 ans. Et sur certains jobs, on nous demande de paraître plus femme qu'une gamine de 16 ans, tu vois. Ouais. Donc ça m'a avantagée parce que j'étais toujours... enjouée de tout, trop contente pour commencer à travailler. Puis c'est comme ça que de fil en aiguille, je me suis fait un contact, que j'ai rencontré un premier ami danseur VR qui m'a pris sous son aile et qui m'a fait rencontrer plein de monde. J'ai pris plein de cours. J'ai
J'ai rencontré des gens, on a commencé à me mettre sur des plans à droite à gauche, j'ai commencé à m'entraîner dehors jusqu'à 3h du mat, apprendre un peu de partout dans tous les styles pour que je sois le plus complète possible. Et c'est comme ça que j'ai commencé à faire mes premiers jobs. Contrat, ouais. Et quels ont été tes premiers grands moments sur scène et comment t'as vécu ces expériences ? En off, on a évoqué un peu du positif et du négatif, comme une scène à Bercy et la fête de la musique. Ouais. La fête de la musique, c'était avant Bercy d'ailleurs, c'était, je sais plus en quelle année, c'était le grand concert sur France 2 pendant la fête de la musique. Moi, je dansais pour Kinvé. En plus, le chorégraphe et les danseurs avec qui j'étais, c'est des amis et c'était trop bien parce que quand on est bien entouré aussi, on va pas se cacher que c'est trop bien. On fait ça aussi un peu ce métier pour ça, quoi, pour kiffer. Si c'est clair. En y allant en reculant, va faire autre chose, quoi. Bien sûr. Et là, du coup, on part. En plus, quand c'est comme ça, on part loin. Tu vois, on part en train, on nous accueille, on est en van, on est dans des hôtels, on est bien traité. Donc sur ces jobs-là, c'est incroyable. Surtout que là, j'étais quand même au début de ma carrière. Et c'était une grosse scène. Et il y avait beaucoup d'artistes, parce que c'était retranscrit à la télé. Et ils avaient aménagé l'esplanade de l'Europe, je crois, à Montpellier. Et du coup, ils avaient tout balisé derrière. Ça faisait un espèce de village de stars, quoi. On se baladait tranquille. Il n'y avait pas de... tu vois, tu manges en face de tel artiste, tu fonces dans quelqu'un, excuse-moi, mais c'est normal. Je peux même pas te dire qui, ami ou je sais pas quoi. Enfin, tu vois, tu croises tout le monde, mais tu restes normal. Parce qu'il faut pas s'emballer. Exactement. Mais j'avais des étoiles dans les yeux. Après, je restais pro parce que, du coup, heureusement, j'avais pas 16 ans. Du coup, j'étais pas une gamine. C'est ça. Donc, même si j'étais dans l'euphorie de chaque moment que je vivais au tout début, j'essayais toujours de me canaliser parce que je suis pas une gamine. Et que t'es au travail. Et je suis au travail, ouais. Même si c'est mon rêve, parce que j'ai pas l'impression de travailler à ce moment-là, mais c'est un travail quand même. Et cette scène-là, elle était géniale. Franchement, je pense que c'est une de mes plus belles. J'espère que j'en aurai d'autres comme ça encore, parce que c'est pas fini. Mais celle-là, vu qu'en plus c'est une de mes premières, j'étais trop fière et franchement, c'était trop trop bien. Mais puis il y a aussi des scènes un peu moins cool, malheureusement. Enfin... Cool et moins cool, ouais. Bercy. Donc ça, c'est la plus grosse. Pourtant c'est ouf, parce que quand t'entends Bercy, tu te dis... Waouh, c'est ouf, t'as fait Bercy. Et puis finalement... en fait, Bercy, c'était... partie pour être la plus belle que j'allais faire. Et c'est là que j'étais un peu confrontée à... Ouais, c'est pas tout beau, tout rose comme on peut le laisser penser. Parce que même à l'heure actuelle, quand on va sur mes réseaux, on voit des posts de Bercy, c'était trop génial, mais évidemment, on raconte pas que... on raconte que ce qui est beau, en fait. Et en fait, ça a été beaucoup de désillusions. Alors, ça s'est pas mal passé, je veux pas non plus raconter ça comme une mauvaise expérience, parce que j'en garde quand même un bon souvenir. Mais beaucoup de frustration. Parce que un plan comme ça, c'est des plans qu'on voudrait avoir le plus souvent. On est bien payé, on a des répétitions, on prépare un show qui nous plaît. Enfin, c'est quand même... ça, c'est le genre de job qu'on veut avoir plus souvent. Donc, en fait, ça commence avec les répétitions, les copines, la chorégraphe, on s'adore tous. Le show, il est grave cool. J'adore. On fait des répétitions, on prépare un nombre de shows, je sais plus combien exactement, mais on va dire, je sais plus, 6 tableaux. Et en fait, les désillusions commencent les unes après les autres, parce que finalement, on fait pas ce tableau, parce qu'il faut changer ci, parce qu'il faut changer ça, et on arrive sur scène, et puis même placé sur scène, au final, on nous fait descendre de scène, ensuite non, ensuite l'artiste, il veut pas faire ce son, enfin, tout change en fait. Et ça, c'est les aléas aussi du métier, parce que j'ai pas gardé un souvenir où ça m'a choqué non plus, parce que je sais que c'est possible, c'est juste que là, ça faisait beaucoup. Et puis au final, on s'est retrouvés à danser sur un tableau et le deuxième à moitié habillé parce qu'on n'a pas le temps. Il y avait toute une direction artistique, tout un stylisme, et tout a été un peu saboté. On avait un costume où la styliste, elle faisait sur nous. Et comme les musiques, elles ont été décalées, en fait, on a dû courir sur scène. Enfin, c'est un stress... On a déjà eu ce genre de stress, même dans les galas de danse et tout. Mais là... Bien sûr, sauf que dans les galas de danse, tes loges et tes costumes, ils sont à côté. Quand t'es dans des endroits comme Bercy ou des grandes arénas, tes loges, elles sont pas à côté. Donc, il faut aussi prendre en considération le temps que tu cours pour aller te changer. Puis, quand t'as fait ta mise de tenue, parce que pour ceux qui nous écoutent et qui sont pas forcément dans le milieu de la danse, on a une organisation en amont qui doit être faite en fonction de nos mises de tenue, parce que des fois, on a des changements rapides. Et quand on te dit rapide, des fois, tu nous vois courir à Walp dans les backstage, parce qu'il faut vraiment se changer vite. Et quand t'as cette organisation-là qui est... oui, ok, comme tu disais, il faut s'adapter, c'est notre milieu, on sait, il peut y avoir des aléas, c'est un spectacle vivant, mais c'est frustrant aussi du coup d'être dans cette espèce de panique et de pas pouvoir vivre pleinement le moment présent, parce que finalement il y a des
choses que tu fais plus et qui n'étaient pas prévues. C'est ça. En fait, c'est vraiment le mot, c'est vraiment la frustration parce que, en fait, j'essaie toujours de voir le positif parce que, en fait, je sais que ça arrive, il y a beaucoup de désillusions dans le milieu, on verra après, mais il y a beaucoup de trucs qu'on nous dit ou qu'on pense qu'on va faire et après, d'un coup, non. Parce que c'est déjà arrivé et ça, personne ne le sait, mais qu'on nous boucle sur quelque chose, qu'on peut avoir fait toutes les répétitions et qu'au final, la scène, elle soit annulée. Ouais. Ça, c'est des frustrations. Là, je me suis dit, Laetitia, t'es montée sur scène, t'as fait Bercy. Donc, en fait, j'avais quand même ce truc où j'étais tellement fière de l'avoir fait. Et du coup, j'étais quand même contente, mais frustrée. Et du coup, oui, on est rentré... on avait tellement idolâtré, attendu ce moment où on allait être sur scène avec les répétitions. On avait trop hâte. Et en fait, on est reparti un peu mal chacune de notre côté. Et du coup, le mood, il était un peu saccagé. Du coup, on était dégoûtés. Mais après, du coup, avec le recul, quand les jours sont passés, oui, on s'est dit, on a fait Bercy, on a fait nos publications sur Instagram, tout va bien. Mais il y avait quand même un envers du décor et les gens ne savent pas tout ça parce qu'on va pas mettre sur les réseaux parce que ce qu'on doit mettre, c'est qu'on a fait Bercy et que c'était trop bien. Ce qu'on doit mettre, c'est faire briller les yeux des gens, quoi. Mais oui, après des désillusions, des promesses non tenues, manque de considération, il y en a. Après, il n'y a pas que ça, il y a aussi des belles choses, tu vois. Il faut aussi retenir les belles choses. Mais c'est vrai que on entend souvent, oui, on va faire ça, vous allez voir, on va aller là, on va faire une tournée, et on nous fait souvent des promesses. Moi, quand j'entends ça encore maintenant, je me dis trop bien, peut-être que l'année prochaine j'ai du travail, mais en même temps, pour l'instant, j'ai rien signé. Ouais. Donc en fait, à tout moment... ne faut pas rester sur ce qu'on t'a dit, faut continuer à aller passer des auditions parce que tu peux vite te retrouver au pied du mur et dire en fait ah bah mince, ce qu'on m'avait dit finalement ça se fait pas et j'ai pas de taf. C'est clair, faut pas s'enflammer avant que ce soit sûr parce que des fois on nous dit des trucs de fou. Enfin moi j'ai rencontré des producteurs même dans d'autres milieux parce que du coup cinéma, musique, tout est un peu lié où il y a des choses qui vont se faire où on nous promet monts et merveilles et au final souvent on y croit et du coup c'est là aussi où je regrette moins d'avoir commencé plus tard parce que j'avais de la maturité, parce que par mon expérience, par mon âge et mon vécu, où du coup j'avais plus les épaules pour encaisser certaines choses comme ça parce que ça c'est hyper décevant. T'imagines que tu vas faire ça. Ok, les gens, ils ont vu que t'as fait ça sur une année, mais vous savez pas que derrière, il y a eu 20-40 trucs qu'on nous a dit tu vas faire ci, tu vas faire ça. Mais dans tous les trucs, que ce soit danse, musique, dans tous les milieux artistiques de toute façon. Mais en fait, après, quand tu le sais et que t'es rodé quand même là-dessus, tant qu'on n'a rien signé, je suis là en mode, ah oui, génial. Même renégocier les tarifs, les choses comme ça, c'est des trucs... C'est pas sûr tant que c'est pas signé. Parce que des fois, on va nous dire ça et vous travaillez pour cet artiste, oui d'accord, et c'est payé combien? Non, alors il n'y a pas de budget. ça arrive tout le temps. Non, en fait, imagine que tu vas faire un truc pour un artiste avec une prod de ouf. Considérez-nous. On est des bénévoles. Ouais. Non, en fait, on tue notre propre métier en acceptant des trucs comme ça. Ça, c'est une des plus grosses désillusions que j'ai eues, c'est le manque de considération par rapport à l'admiration que moi j'ai eue petite pour les danseurs, ce que je voyais dans les films. Alors, ça dépend aussi du pays, parce que c'est la considération, elle n'est pas pareille dans tous les pays. Mais quand je suis arrivée à Paris, parce que quand je suis allée me former aux États-Unis, les danseurs, c'est quelque chose. Ils sont admirés presque autant que certains artistes, pour la plupart des danseurs, mais des très bons danseurs qui font des scènes incroyables et qui bossent pour des artistes incroyables. Ici, des danseurs de ouf qui dansent avec plein d'artistes. Nous, on en connaît les danseurs. Mais autour, les gens, en fait, ils connaissent pas. Mais pourquoi ? Parce qu'on n'est pas mis autant en avant. Et pourquoi ? Parce qu'il y a tout un cercle vicieux où on nous prend un peu pour les derniers de... La dernière roue du carrosse. Ouais. Des fois, on nous paye pas. Il y en a qui acceptent. Du coup, on tue notre propre métier. En fait, on fait que s'écraser, en fait, nous-mêmes. Ouais. Et du coup, c'est dur de changer ça. Et ça m'a frustrée de ouf parce que on a toujours envie de changer ça. Et puis à la fois, il faut aussi qu'on travaille. Donc on a toujours un entre-deux où, bon, j'accepte ça, mais quel est mon tarif le plus bas ? Est-ce que j'accepte de faire ça ? En tout cas, le bénévolat. Mais moi, quand j'ai reçu des messages comme ça, je me suis dit, mais... C'est pas possible. Après, il y a un truc aussi au niveau de la tarification, c'est que nous, on a l'intermittence. Donc, une prod, admettons, je sais pas, t'es payé 250 € net, ça va te faire quoi, 300 brut ? La prod, elle dépense 600. Ouais.
Et tu vois, je me dis, nous, on a quand même cette intermittence qui nous sécure, qu'aux États-Unis, ils n'ont pas. Ouais, c'est vrai. Et donc, quand tu entends peut-être qu'aux États-Unis, je sais pas, ils seraient payés 600 sur une date, tu te dis, ah ouais, ils sont payés de ouf. Ouais, mais à côté, qu'est-ce qu'ils font à côté? Peut-être qu'ils vont bosser ailleurs, ils n'ont pas cette assurance de. Bien sûr, oui, parce que souvent, malheureusement, ils doivent travailler encore dans n'importe quel autre métier à côté. Enfin, je parle des States, mais en vrai, Londres, c'est pareil. Ah bah oui, parce qu'on a en pas Europe, ce c'est système pareil. partout, c'est clair, nous, on a de la chance sur ça. C'est vrai qu'on a quand même une Mais ça veut pas sécurité. dire qu'il faut moins nous payer. Ok, peut-être que les prods elles doivent dépenser plus, mais pensez aussi à ce que l'artiste touche dans sa poche et pensez aux années Là, on s'est formé. où on s'est formé. Puis il y a des prix quand même parce que c'est pas des jobs qu'on va avoir absolument tous les jours de la semaine. Ça veut dire qu'il faut quand même que grâce à ça, ça puisse. Enfin bon, c'est surtout ce truc de tarification qui est compliqué aussi, mais c'est même le fait de penser qu'on peut avoir un danseur sans payer. Enfin, tu vois, sur un clip, moi j'ai fait des clips avec des artistes qui sont pas connus, qui m'ont plus payé que des gros artistes qui avaient les moyens. Je parle pas de l'artiste lui-même, hein, je parle de sa prod. Parce que c'est pas. Là, quand on dit ça, on s'énerve limite sur l'artiste comme si c'était lui qui sortait toujours de sa poche. Ça peut, hein, mais c'est pas de le faire déjà et c'est pas toujours le cas. Mais des fois, j'étais outrée. En fait, vous avez des ingé-sons, vous avez des gens qui s'occupent de la lumière, caméraman, même du décor. Vous êtes dans un studio, mais il va faire un clip dehors si tu veux des danseurs. Enfin, en fait, dans l'ordre, moi, de passer après un décor, ça me... tu vois ? Je comprends. Je sais que c'est pas dans la tête de tout le monde, mais pour moi, c'est logique. On demande pas en plus des tarifs qui vont autant que certains autres musiciens ou chanteurs. On est quand même toujours un peu en dessous. Et en plus, même le minimum, on nous le donne pas, quoi. Ouais. Même nous payer un taxi des fois pour rentrer. Tu vois, du coup, ce côté-là, ça m'a... J'étais un peu déçue sur ça, tu vois. Je m'imaginais un truc de waouh, parce que par rapport à ce qu'on montre, ce qui fait rêver, la scène qu'on fait, les stories qu'on fait quand on montre, regardez, on fait ci, on fait ça, on vient nous chercher en van, on est dans un bel hôtel. En fait, il y a des contrastes des fois. Ouais. Et à la fois, il y a des plans, on est traités comme ce qu'on mérite, mais comme des rois. Et enfin, on demande pas ça en vrai, on demande pas autant. Des fois, juste une bouteille d'eau. mais ouais, des fois, ça m'a... Mais je trouve aussi qu'il y a un décalage entre... des fois, tu as des anciens danseurs qui deviennent assistants chorégraphes ou qui sont dans les prods et qui, du coup, ont connu et savent ce dont un danseur a besoin. Et ça, c'est bien aussi d'avoir ces modèles-là de personnes qui ont travaillé parce que, des fois, tu as des prods qui sont pas du tout dans l'artistique, qui comprennent pas du tout ce dont on a besoin et qui, pour eux, ça leur paraît pas logique. Mais ils pensent pas en plus qu'il y a un temps de préparation s'il faut une chorégraphie, parce qu'il y a plein de fois où on va me contacter parce qu'on veut quelque chose. Alors, ce quelque chose, c'est soit de la déambulation du freestyle, du coup dans ce cas-là il n'y a rien à préparer et ça reste très chill, c'est même en dessous de la danse, mais c'est quand même des jobs qu'on fait souvent, on va pas se cacher parce qu'on fait pas que de la danse pure avec des shows phénoménaux, ce serait génial mais c'est pas tout le temps le cas. Et je veux un show de 10 minutes sur ça, mais vous vous rendez compte que le tarif ne peut pas être le même, c'est-à-dire que là derrière il y a quelque chose où il n'y a pas de préparation, donc il faut me payer que le jour J, et là tu me demandes un show de 10 minutes où ça va nécessiter au moins 3 répètes, quoi. Et puis souvent, aussi, je pense au chorégraphe qui doit faire le show. Ouais. Le chorégraphe, tu sais, souvent, on nous paye le jour où on travaille. Mais en amont, il faut quand même faire de la préparation. Ouais. T'as quand même réfléchi à ce que tes danseurs vont faire, t'as quand même réfléchi à tes steps. Et ça, souvent, les gens, ils le rémunèrent pas. Il faut penser que quand tu vas rémunérer un artiste, quand il va venir pour sa répète, il faut pas le rémunérer que pour l'heure où il a bossé. Il va bosser certainement après le soir quand il va falloir réviser ses chorés parce qu'on aura appris tellement dans la journée. Il y a tout ça aussi qu'il faut englober. Mais c'est vrai que du coup, c'est plus un manque de considération, surtout, c'est ce que je disais, mais c'est aussi un manque de connaissance. Mais c'est qu'on s'y intéresse pas aussi, tu vois. Ça paraît logique pour plein d'autres artistes, par exemple, mais nous, les danseurs, on fait pas de différence entre un danseur qui fait ça, un danseur qui fait ça, un danseur qui est venu juste 2 minutes faire un petit freestyle et un danseur qui a préparé un show de 10 minutes. On les met dans la même case, mais les deux sont géniaux. Mais c'est juste pas la même préparation, le temps d'entraînement, quoi. Enfin, c'est que du coup, nous, on a bloqué d'autres jours pour pouvoir faire ça. Ouais. Et c'est ce truc-là où je pensais pas que c'était comme ça, pour le coup. Et il y a eu aussi une petite désillusion quand... du côté financier, parce que je me souviens qu'on a fait un contrat ensemble et c'était super, c'était un super contrat.
Et toi, ça a été justement une expérience qui t'a permis de professionnaliser ta carrière, de rassurer tes parents, d'avoir l'intermittence. Mais après ça, tu vois, comment ça se passe quand le contrat il se termine? Il devait pas se terminer. Il devait pas se terminer, mais même, tu vois, quand un contrat se termine, faut pouvoir amortir derrière. Et que t'as rien après. Ouais, bah ça c'est la plus grosse désillusion que j'ai eue. Difficulté financière aussi qui débarque. Parce que en fait, j'ai eu de la chance, mais ma transition, elle s'est faite de manière assez fluide, du coup, grâce à ce contrat-là, parce que quand j'étais à Paris, du coup, j'étais encore prof de PS. J'ai commencé à avoir quelques plans par-ci par-là parce que je me faisais des contacts, mais en parallèle, j'essayais de jongler entre les deux. Donc du coup, je travaillais la journée, je dansais le soir, les week-ends, les vacances, comme je faisais quand j'étais à la fac au final. Et mais du coup, quand j'ai voulu vraiment être complètement dans ce spro, quoi, fallait que j'ai le statut d'intermittent et que j'arrive à jongler de l'un à l'autre. Et la phase de transition, comment je fais, comment je gagne mon argent. Et de base, j'avais trouvé une saison où je devais être chorégraphe dans un camping. Oui. Mais comme j'ai passé l'audition de ce restaurant, j'ai pas eu besoin de partir, je me suis fait remplacer et j'ai laissé la chance à quelqu'un d'autre. Mais du coup, j'ai passé cette audition où j'ai été prise. Donc en plus, première audition où je concrétise quelque chose et c'est un gros contrat parce que en fait, il va m'apporter mon intermittence comme ça, sur un plateau. Non, mais attends, ce contrat, il était incroyable. On était en Paris Centre. On avait des dates tous les soirs. Voilà, après, peut-être que t'allais en venir, mais on pouvait switcher nos dates comme on voulait avec les filles. C'était magnifique. C'était un luxe. C'était un luxe. On n'aura jamais. Et comme moi, je suis arrivée là-dedans, direct, comme si c'était ça. C'était un luxe. C'était incroyable. Ah ouais. Franchement, en fait, en plus, je sais que vous m'avez prévenue parce que moi, je suis arrivée, c'est mon premier contrat. Mais du coup, vous toutes, vous étiez plus anciennes. Du coup, pour me dire, Letty, fais attention, ce contrat, il est incroyable. Ça sera pas comme ça les prochains. Mais comme c'était pas un contrat court, en plus, pour moi, je me suis dit, mais si je fais ça toute ma vie, parce que ça m'empêchait de rien faire à côté. Puisque même si j'ai n'importe quoi, j'appelle une des filles, tu peux me remplacer, c'était tellement facile. Ouais, et puis on bossait que le soir, de 19h à 23h30, donc la journée, tu pouvais faire ce que tu voulais. C'est ça, mais on pouvait faire une vingtaine de cachets par mois, et il y en a, ils galèrent à faire ça sur l'année, quoi. Enfin, sur Paris, mois. comme ça n'existe pas. Enfin, tu peux faire tout. La journée, je commençais à développer d'autres projets, de musique, ou même... Je pouvais faire ce que je voulais, prendre des cours. Si j'avais une date, je pouvais cumuler en plus avec d'autres dates. Enfin, c'était trop bien. Franchement, c'était tellement parfait. Et puis même le show, quand je suis arrivée, c'était pas dans mon style, mais après, ça a évolué parce qu'on changeait. Le décor, le mood, c'était vraiment... Ouais, c'était cool. C'était cool. Et puis là, du coup, mes parents sont venus. Enfin, mon père est venu et j'étais trop fière parce que je me suis dit, voilà, c'est ça maintenant que je fais. Et puis, c'est surtout qu'aussi, on va pas se cacher, grâce à ce contrat-là, je gagnais bien ma vie à ce moment-là. C'est là que, du coup, est venu la chute. Quand ça s'est arrêté, parce que ça s'est arrêté brutalement, du coup, parce que c'était pas prévu. Et ouais, après, du coup, t'as l'intermittence, donc tu touches l'intermittence, mais finalement, cette intermittence, c'est un peu une sorte de cercle vicieux où après, il faut aller à la pêche au cachet. Donc, t'as quand même cette sécurité, mais finalement, l'intermittence, pour ceux qui connaissent pas et qui écoutent cet épisode, l'intermittence, c'est faut refaire des heures sur un an, faut refaire 507 heures qui correspondent à peu près à 43 cachets. Ouais. Et ça, faut passer des auditions, faut se montrer, et t'as pas ça comme ça, donc faut... C'est ça. Et là, la course, alors je savais que je pouvais me retrouver dans la course au cachet, puisque déjà c'est le jeu, parce qu'on a quand même la chance d'avoir, comme on disait, ce statut d'intermittent. Mais c'est que ça a été brutal, en fait, comme j'ai commencé trop fort, c'était trop bien. Mais en fait, du coup, moi, je me suis idéalisé un truc, c'est pour ça qu'aussi les désillusions, après, elles ont été un peu... Wow, attends, c'est comme ça, parce qu'en plus là-bas on était traités comme des princesses. C'est que, en fait, il y avait tout. Ouais. Donc du coup, quand je me suis retrouvée à faire d'autres contrats, je le faisais pas, mais j'avais tout de suite envie de me dire, mais on fait tout ça pour ce prix-là, mais pourquoi faire ? Moi avant, je faisais ça, mais bon, je sais que tous les contrats sont différents et je me suis jamais permise de le dire parce que je respectais chaque contrat qui était différent. Il y en a pour le même prix, tu travailles toute la journée, et il y en a pour juste un passage, c'est le même prix aussi. Ouais. C'est que c'est le jeu, c'est comme ça. Mais le stress de courir après les cachets, d'avoir des fois des manques. Comment je fais ? Il faut que je la maintienne. Je peux plus m'arranger comme je voulais. Ça veut dire que si j'ai un truc, je peux pas l'annuler pour avoir un autre truc. Des fois, tu te retrouves avec des conflits de... Je choisis quoi ? J'en ai deux en même temps. Ouais, ça c'est pareil. T'en as pas dans la semaine, et après t'as les deux qui tombent en même temps. Là, typiquement, c'est la période. Hein. Ouais. Décembre... Ah oui, là...
C'est la période là, où t'as 3 jobs dans la journée. Là, je voyais autour de moi, les gens, on est tous éclatés parce qu'on a 10 jobs dans la journée. Et c'est trop bien. Ouais. Mais aussi, comment tu gères ça aussi physiquement et mentalement? Parce que on a besoin de se reposer pour être performant. Bah, c'est ça. Et du coup, il faut réorganiser tout son emploi du temps, comment je m'entraîne, comment je fais ci, comment je fais de l'argent. Parce que du coup, par rapport à ce que j'avais avant, c'est plus du tout la même chose. Je gagne la moitié, voire encore plus. Enfin, tu vois, je gagne moins, mais je galère, quoi. Et du coup, moi, je m'étais calée sur ce que je gagnais au début. En même temps, c'était beaucoup trop. Comment j'aurais pu penser que j'allais gagner ça tout le temps? Enfin, évidemment qu'il allait y avoir des moments de creux, sauf que ça arrivait un peu trop rapidement. J'ai pas eu le temps de m'y faire. Je me retrouve à courir après les cachets. Qu'est-ce que je fais? Et comme tu disais, à côté, je suis coacheuse sportive, donc j'ai gardé des coachings que je fais quand même à côté pour combler, tu vois. Ouais, mais du coup, ça fait des grosses journées, quoi. Bah ouais. Après, j'arrive à me répartir et à m'organiser parce que j'ai toujours voulu, par contre... Enfin, j'ai toujours voulu, depuis que je suis danseuse pro, que ce soit aménagé pour que ça me perturbe pas dans ma danse. Ça veut dire que j'avais, à un moment, je donnais encore des cours de danse, des choses comme ça, qui étaient fixes. Et en fait, j'avais besoin que tout soit flexible comme... avec mon emploi du temps. Et du coup, avec mes clients, j'expliquais directement que j'étais danseuse et que des fois, en fait, j'étais amenée à switcher si j'avais un cours qui tombe, un job et tout, parce que ça peut tomber en même temps que les coachings. Et je demandais s'ils étaient OK avec ça. Et du coup, mes clients étaient très flexibles parce que ils ont accepté. Donc, ça veut dire que des fois, même 30 minutes avant, on peut décaler à demain, j'ai pas fini ma répète, tu vois. Et puis eux, pareil, ils avaient une flexibilité parce qu'ils savaient qu'ils pouvaient me dire là, les tirs, mais c'est hyper cool. Donc, mes coachings, ils restent super... chill. Ouais, donc il y a de la communication. Ouais, c'est ça. Donc je peux les assembler comme je veux. C'est juste une organisation, mais ça m'aide quand même beaucoup. Et puis après, j'ai toujours des trucs qui sont un peu fixes à droite à gauche parce que quand on travaille avec les mêmes personnes qui nous donnent la chance de travailler dans les mêmes endroits, qui nous bookent à droite à gauche, voilà, on est reconnaissant et heureusement qu'ils sont là. Aussi, ouais, bien sûr. Et je voulais aussi venir un peu sur les standards de beauté et des remarques sur le physique qu'on a tous déjà eu ou entendu ou été témoin. Toi, ça t'a pas affecté, mais comment as-tu pu observer ces phénomènes autour de toi et quel message tu souhaiterais transmettre à ce sujet? Alors, c'est pas que ça m'a pas affecté, c'est que en fait, ce que je disais, c'est que t'avais la maturité. Ouais, je suis arrivée avec mes armes de vieillesse. Non, parce que elle a 24 ans. Elle avait 24 ans à l'époque. Non mais écoute, j'arrive sur le tard. Non mais bon, j'arrive déjà avec... j'ai déjà des épaules, j'ai déjà du vécu sur certains trucs. J'ai eu le temps de faire des 5 ans d'études, j'ai eu le temps de travailler. J'étais surveillante même entre-temps, j'étais prof, j'étais même prof principale. Enfin, tu vois, j'étais déjà quand même mature. Donc, du coup, je suis pas... je me laisse pas perturber trop par les trucs qui sont durs, et surtout que je vais dans un milieu où je me dis j'ai quand même tout quitté pour ça. C'est pas une petite réflexion qui va me faire pleurer et tout remettre en question. Ça, je le savais, et en plus je suis pas arrivée complètement débile en pensant qu'il y avait pas de réflexion comme ça. Je le sais, c'est quand même un milieu où le physique compte, et où il y en a qui sont encore très à l'ancienne sur des critères de beauté qui correspondent pas forcément à mes critères. Mais bon, on sait dès qu'on arrive. Donc c'est pour ça que je disais que ça m'a pas trop atteinte, parce qu'en fait, quand je suis pas prise à une audition et que à la fin, je sais que c'est parce que c'est le physique, je suis en mode ok, fallait le dire. Parce que si dès le début, fallait faire une taille 32, 1m80, j'aurais même pas passé l'audition, tu vois. Bon, mais ça m'atteint pas, je vais pas me remettre en question. C'est juste que je ne suis pas de ce profil. Je vais pas me remettre en question comme si ils allaient demander une brune. Je suis blonde, enfin, tu vois, je vais pas me remettre en question. Après, il y a des standards de beauté quand même, parce que ça doit être esthétique. On est quand même dans du visuel, on doit être apprêté. Enfin, je suis pas en train de dire on arrive sur un job pas maquillé, pas coiffé, avec 15 kilos en trop parce qu'on s'en fout. C'est pas ça. Parce qu'il faut prendre soin de soi. Mais quelqu'un à son max, c'est pas quelqu'un forcément qui fait du 32, tu vois. C'est plus ça, les critères, moi, qui me dérangent. Parce que j'ai été, moi, à mon max de ma forme quand j'étais en fac de sport. J'ai jamais fait du 32 ni du 34, et je ne le ferai jamais. J'ai pas envie de le faire. Au-delà de pouvoir le faire, à un moment donné, on a une morphologie qui est que tu vas pas te couper un os pour pouvoir rentrer dans un portefeuille. C'est ça. Et puis en fait, ce que je disais, c'est que je suis confrontée dans le sens où je vois autour de moi. Et c'est terrible parce que je vois le regard déformé de certaines danseuses que j'ai envie de...
j'ai envie d'aider, mais en même temps, on peut rien faire parce que c'est dans notre tête, notre vision de nous et de notre corps. Il y a que nous qui pouvons la changer. Ouais. Et on voit pas tous la même chose parce que d'une personne à l'autre, on va me dire mais toi je te trouve magnifique alors qu'on n'a pas du tout la même morpho. Ouais. Et c'est ok. Mais après, le côté de prendre soin de ça, moi, de prendre soin de son corps et de soi, je suis ok avec ça parce que c'est normal, ça fait partie du job. On doit aller à la salle, on doit, enfin pas forcément, mais on doit prendre soin de notre corps, faire du sport, s'entretenir. Tu vois. Et puis au-delà de l'aspect en fait physique, quand tu vois, tu dis aller à la salle faire du sport, il y a aussi l'aspect performance. Tu vois, pour moi, la salle, c'est pas forcément que pour le physique, c'est aussi qu'est-ce que ça t'apporte au niveau de ta musculature, au niveau de tes articulations, c'est important. Quand on dit aller à la salle, c'est important aussi pour se renforcer, pour éviter des blessures, pour se préparer. Bien sûr, parce qu'on est, en fait, on reste des artistes athlètes. Sportifs de haut niveau. Et après, je dis salle, c'est pas forcément la salle, parce qu'en fait, je dis ça, il y en a qui s'entraînent autrement. Enfin, voilà. Sûr. Mais c'est juste qu'il faut être actif parce que, en fait, moi, je me dis par rapport à comment je m'entraînais avant, alors que j'étais pas danseuse pro, je m'entraîne quand même nettement moins parce que je prenais tous les cours que je pouvais pour me former. Et puis en plus, je courais partout la journée parce que j'étais soit à la fac, soit je travaillais. Bon, là, le rythme de vie, il est quand même différent parce qu'on a des journées parfois qui sont quand même libres, où on doit les agencer avec des préparations, des entraînements, enfin, tout ce qu'on veut finalement. Mais du coup, il faut pas se laisser aller. Ouais. C'est ça aussi la différence. Alors moi, j'ai pas de problème avec ça. J'ai plus de problème avec... le fait de rentrer dans une catégorie, une case, et qu'il n'y a que cette case qui est la beauté de la danseuse. Ouais. Ça, je suis absolument pas d'accord. Parce que, enfin, moi, en plus, du coup, moi, comme je préfère les danses plus urbaines ou quoi, quand je regarde les danseuses aux States, c'est même pas le même physique. Après, justement, il faut avoir des formes. Enfin, ça dépend, en fait, d'où tu es. Et aussi, ouais. Les mentalités aux States et en Angleterre, elles sont pas les mêmes qu'en France. Après, voilà... Ça s'ouvre. Ça s'ouvre. Mais c'est vrai parce que pour le coup, les nouvelles personnes qui arrivent dans la direction artistique, dans la chorégraphie, et les nouvelles générations qui arrivent, c'est vrai qu'elles prônent plus ça et c'est beau à voir dans différents styles. Hein, parce que je parle des styles qui sont forcément plus académiques, c'est pas forcément ce dans quoi moi j'irais de base parce que c'était pas mon style de prédilection, mais mine de rien on est obligé de travailler, donc je me retrouve dans des jobs où faut savoir tout faire parce que je me suis formée dans tout et il faut être le plus éclectique possible, donc plus tu es bon dans différents styles, plus tu travailles. Ouais. Mais du coup moi dans mon style que je préfère, il n'y a pas de question forcément de physique, tout ça, tu vois. Ouais, puis de toute façon je pense que les choses elles changent grâce à nous. Aussi, ouais. Avec la libération de la parole. Bah, c'est ça. Grâce à ce podcast, d'ailleurs. Non, quand même. Mais non, mais si, c'est vrai. C'est vrai, parce que faut en parler, en vrai, parce que je sais qu'il y en a qui vont se dire, oui, mais je corresponds pas à ci, pas à ça. C'est pour ça qu'aussi mon message, il est un peu là, c'est que c'est quoi des critères, en vrai, parce que est-ce qu'il faut rentrer dans une case ou est-ce que, justement, il faut pas rentrer dans une case pour se faire remarquer? En fait, on sait pas, mais il y a de la place pour tout le monde. Tu vois, que ce soit par ton physique, par ton âge, tu vois, c'est des trucs où je me suis dit, je rentre pas forcément dans des cases, tu vois, mais c'est ok. Et justement, je suis contente, et pour le coup, ça vient aussi de mon éducation, tu vois, mes parents qui m'ont pas toujours poussée dans la danse à ce point-là, bah au moins, comme c'était un peu plus dur, ils m'ont bien remis... à ma place et j'ai les pieds sur terre. Ouais, ça aussi, mais du coup, je suis solide pour entendre des réflexions, des trucs comme ça où ça ne m'atteint pas. C'est pas que je m'en fous, hein. C'est pas que je suis pas d'accord ou quoi, si c'est quelque chose où il va y avoir des costumes spéciaux ou je sais pas, où il faut être au max du max. Oui, non, mais bien c'est sûr, pas mais ça le après, problème. de toute façon, il y a des directions artistiques. Comme tu disais tout à l'heure, tu veux une brune, t'es blonde, point, merci. Tu veux des filles d'1m80, je vais pas devenir grande, c'est ok. Et c'est ok. Et il en faut pour tout le monde. Et ça, là-dessus, il n'y a aucun problème, tu vois. Non, mais tu vois, je le précise quand même, parce qu'il ne faut pas que... Oui, on peut faire modifier, évoluer des choses. Après, il y a des critères qui sont... je sais pas, moi, par exemple, je prends des enseignes comme le Crazy Horse, elles ont leurs critères d'entrée. C'est ce qui font leur l'unicité et c'est comme ça qu'on l'aime aussi, c'est ok. Et c'est bien qu'il y en ait des nouveaux où c'est pas des critères comme ça, ou d'autres critères, pour le coup, pourquoi pas l'opposé, tu vois. Pourquoi pas, on veut que des filles qui font moins d'1m60 et puis qui doivent faire plus d'une taille 38. Je sais pas, tu vois, c'est juste que
il n'y a pas une seule case. C'est Non, juste bien ça sûr. que je veux dire. Bien sûr. Mais si dans un choix de direction artistique, il faut tous les mêmes profils, moi je trouve ça sublime quand il y a un projet de n'importe quel danseur que je suis qui fait un projet et c'est tous les mêmes profils. Ça fait quelque chose qui est un peu militaire, unitaire, et je trouve ça beau. C'est très beau, mais c'est un choix artistique, ça me dérange pas du tout. Complètement. C'est pas ça, c'est que du coup, il faut, pour moi, s'ouvrir à certains autres profils, et si c'est jamais ouvert, ben, en fait, il y en a plein qui travaillent pas, et c'est plus une question de qualité de danseur. Et ça, je déplore ça, parce qu'en vrai, avant tout, on est danseur. Et souvent, pour travailler, on se retrouve avec des gens, bah, des fois, qui sont juste magnifiques, et qui dansent pas forcément alors qu'ils dansent très bien et tant mieux, mais des fois ça devient le critère premier. C'est un critère, c'est important parce qu'il faut renvoyer quelque chose qui est agréable à regarder, c'est sûr, mais que ça devienne le critère premier, pas au détriment de des fois oui, c'est pas agréable de voir moi ou quelqu'un d'autre où je me dis mais elle a complètement tué l'audition, c'est la meilleure danseuse, elle est pas prise. Et puis du coup, après, ils prennent des profils. C'est le jeu, après on sait, hein, c'est comme ça. Ça remet en question, ça te fait douter sur du coup ta technique, ton talent. C'est ça. C'est pas facile. Mais c'est pour ça qu'il ne faut pas se remettre en question sur le talent qu'on a. Parce que moi, c'est ce que je fais en fait. Je pourrais me dire, ah bah j'ai pas été prise parce que je suis trop comme ci, je suis pas assez comme ça, physiquement, et ci et ça. Et je peux l'entendre, hein. Je suis pas en train de dire que c'est pas le cas ou quoi, et je respecte. Mais tu vois, moi je suis contente de me dire, bah j'ai travaillé ici, là, etc. Et qu'il y a d'autres personnes qui auront le même profil que moi qui vont dire, ah bah en fait, je peux le faire aussi, tu vois. Il n'y a pas de. Je peux faire ça que quand on a moins de 20 ans et qu'on fait une taille. Enfin, je parle de taille, mais en plus, c'est même pas forcément ça, mais tu vois. Et tout est possible, quoi. Quel message tu souhaiterais adresser aux personnes qui hésitent à se lancer dans la danse ou dans un autre domaine artistique ? Tu vois, t'insistais sur le fait qu'il est jamais trop tard pour réaliser ses rêves. Ouais. Moi, pendant longtemps, du coup, je me suis dit que j'allais galérer parce que c'était trop tard. Et il y a vraiment eu un moment, je sais plus quel âge j'avais, je pense que j'avais 27 ans, où j'ai complètement enlevé ce truc-là. Je sais pas, en fait, j'ai regardé vraiment autour de moi les danseurs que moi j'admirais, les danseurs un peu partout. Il y a plein de choses qui changent, et c'est plus que les danseurs de 20 ans à 27 ans qui sont en vogue, entre guillemets, et qui travaillent. Non, en fait, j'ai vu, avec plein d'amis que je me suis fait, qui étaient du coup plus âgés que moi, pour certains qui ont même 10 ans de plus que moi, qui travaillent à mort, et je me suis dit, mais j'ai encore tout ça devant moi, au moins. Après, tout dépend de ce que je veux faire, hein. Je dis pas que je veux jusqu'à 50 ans danser en body à perles, tu vois. C'est pas ça que je veux faire, parce que tu vois, je pense déjà et tant mieux si tu veux le faire. Et tant mieux si je veux le faire. Je pense déjà des fois à chercher d'autres perspectives, parce que c'est ce que j'aime aussi, c'est qu'il y a de l'évolution, tu vois. On peut après s'orienter vers la direction artistique, la chorégraphie, et tu vois, je commence déjà à réfléchir à ça, mais c'est que, en fait, il y a pas de deadline, si tu le veux vraiment. Mais par contre, il faut être accroché, parce que oui, il y a des désillusions, oui, il y a l'envers du décor, il y a une réalité qui est là quand même, qu'on voit pas, où on vend beaucoup de rêves, et c'est pas une question d'âge ou quoi que ce soit, mais c'est qu'il faut vraiment être sûr, surtout si on arrive à un certain âge, entre guillemets, de pas se lancer à corps perdu dans un truc où on n'est pas vraiment passionné pour de vrai, parce que, en fait, si t'es pas vraiment passionné, bah tout peut dégringoler en une seconde dès que tu te retrouves confronté à des désillusions comme ça, quoi. Ouais. Donc ouais, puis parfois tu peux faire des grosses scènes aussi, tu vois, comme Bercy, et le lendemain faire des plus petits events. C'est ça. Faut apprécier autant les grosses scènes que les plus petits events, parce que c'est important, sinon en fait, il y a de tout. C'est vrai que du coup, ce qu'on va partager et ce qu'on va dire aux autres, mettre sur les réseaux, c'est souvent les meilleurs trucs qu'on fait. Mais en même temps, quand on publie, entre guillemets, 6 trucs dans l'année, on se doute bien qu'on n'a pas fait que 6 jobs dans l'année, parce que sinon, on ne ferait pas nos cachets. Donc, il y a plein d'événements à droite, à gauche qu'on fait, des plus ou moins bien. On peut se retrouver dans un costume incroyable et le lendemain dans un costume qui est rigolo. Ouais. Mais c'est OK. Et en fait, il faut vraiment être décomplexé là-dessus, parce que, en vrai, si on est trop sur l'image qu'on voulait de la danseuse qu'on s'est imaginé être, bah, on va être déçu, parce que la moitié des jobs, c'est pas ça, mais c'est OK, parce que c'est pas grave en fait de faire le lutin au marché de Noël, c'est très bien, c'est cool aussi, c'est marrant, on s'amuse, et le lendemain on aura des belles scènes, mais c'est qu'il y a de tout. Alors je dis pas qu'il faut tout accepter,
mais il faut être ok avec ce qu'on fait. Ouais. Parce que sinon, on est frustré. Ouais. Tu vois, moi, je suis ok avec tout. Hein. Je peux me retrouver demain en mascotte pour avoir un cachet. Moi, ça me fait rire. Tu vois, j'ai pas de problème. Je peux danser avec une tête de reine. Enfin, c'est ok. Parce que je suis ouverte, tu vois. Et en fait, c'est ça qui fait que je peux avoir plus de travail. C'est que, en fait, je peux travailler dans tout, quoi. Complètement. Et puis, encore une fois, ce qu'on montre sur les réseaux, c'est pas forcément ce qu'on fait de mieux, tu vois, comme tu disais. Même au niveau des conditions, tu peux faire une grosse scène, une big tournée. Et en fait, les conditions, elles n'étaient pas aussi ouf que tu l'espérais. Et faire juste des petites dates à droite à gauche, avoir des conditions de ouf. Ouais, c'est ça. Donc, ça veut rien dire. Faut pas s'arrêter à ce qu'on voit sur les réseaux. Les réseaux, c'est bien. Instagram, c'est un CV. C'est ce qui nous permet d'alimenter ce qu'on fait dans notre métier. Mais il faut pas s'arrêter à tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Ouais. Vraiment, derrière, il y a une autre réalité. Et d'ailleurs, on en a parlé là pendant toute cette heure. Mais voilà, la réalité, elle est là aussi. Et attention, il y a de très très belles choses, sinon on ne ferait pas ce métier. Ouais. Mais il ne faut pas s'attendre à voir que des belles choses, quoi. Ouais. Aujourd'hui, tu te sens épanouie. Ouais. Oui. Et prête à ouvrir de nouvelles voies, comme ce que tu disais, la direction artistique ou la chorégraphie. Est-ce que tu as d'autres projets ? Alors, 2025, je me suis donné cet objectif de faire plus, parce que je veux me réorganiser un peu mon emploi du temps. Je vais plus tout prendre aussi en quantité, mais en qualité. Ouais. Tu vois, je parle surtout aussi à côté de la danse, enfin oui et non. Mais tu sais, dans mes coachings de sport ou même de danse, parce que je donne aussi des cours privés de danse, etc. Mais je voulais plus... faire des cours pour faire des cours à des enfants, à plein de monde et tout, et ça me rapportait pas financièrement et que du coup j'étais pas épanouie, tu vois. J'ai réduit certains trucs, je me réorganise pour faire d'autres choses, et oui, j'ai des perspectives de chorégraphie, tout ça, parce que en fait dans ma tête j'avais fait un peu le chemin à l'envers, et il y a un moment où j'ai bloqué, je me suis sentie frustrée, parce que tu sais, quand j'étais encore à la fac, dans l'école de danse, où du coup c'est l'école de danse de ma meilleure amie, je donnais cours avant de venir à Paris. Et du coup, je me sentais prof. Ensuite, j'étais prof de PS. Plus, je donnais des cours à des enfants à Paris. Plus mes coachings de sport. En fait, je me suis sentie d'un coup prof, comme si j'étais déjà dans mon après, avant même d'avoir fait le avant. Ce que je voulais, en fait. Mon rêve, c'était d'être danseuse. Et quand je commençais déjà à transmettre, alors que j'avais pas encore fait pour moi, bah en fait, je me suis dit, là, il faut que tu sois égoïste. En fait, tu donnes pour les autres, mais toi, tu t'es pas trouvée déjà en tant que danseuse. Parce que transmettre, c'est bien, mais transmettre quoi ? Parce que moi, dans mes études, du coup, comme j'étais prof... Bah, j'ai un cursus dans l'éducation, donc ça c'est ok, teacher, donner cours, ça j'ai aucun problème, c'est ma formation, enfin j'ai fait 5 ans d'études là-dessus, ça quand même, ça va. Après sur la chorégraphie et sur ma danse, j'avais besoin de me trouver moi, parce que sinon j'étais pas satisfaite de ce que je faisais, donc c'est pour ça que j'ai voulu arrêter. Donc là, les 2 ans que j'ai fait, j'ai pas donné de cours, enfin ou très peu, et je me suis concentrée sur ma carrière de danseuse. Mais maintenant, déjà, l'un va pas sans l'autre, on peut cumuler, parce que j'ai pas dit que je voulais arrêter d'être danseuse du tout. Mais je vieillis aussi, tu vois, et j'ai envie de retransmettre, redonner. Donc 2025, oui, je vais faire plus de workshops. En plus, j'avais un peu de demande. Alors, chaque fois, je n'osais pas me lancer, mais je me suis dit, bon, c'est peut-être le moment. Il faut oser, il faut faire, il faut oser. On me contacte pour certains trucs. À chaque fois, je mettais soit d'autres personnes, soit parce que je me disais que j'étais pas forcément prête ou quoi. Et en fait, si, parce que... je me suis dit, puis quoi, en fait, j'ai des idées, j'ai envie d'avancer, j'ai envie d'évoluer, j'ai envie de faire d'autres trucs, j'ai envie d'ouvrir mes horizons, d'aller même dans d'autres domaines, la musique, parce que j'aimais ça aussi depuis petite. Je travaillais un peu dessus, mais pas assez parce que je me suis focus sur la danse. Mais en fait, maintenant que j'ai plus rien à prouver, dans le sens où je me suis prouvée à moi. Je peux toujours évoluer, hein. Je dis pas quand on n'a plus rien à prouver qu'on est arrivé au bout, parce qu'on n'arrive jamais au bout. Ouais, rien n'est jamais acquis. Rien n'est jamais acquis. Y a que le travail qui paye. On s'arrête jamais tant qu'on travaille, qu'on évolue. Et voilà, mais on peut cumuler plus de trucs et à rajouter des cordes à son arc. Et c'est ce que je veux faire en 2025. Et si tu pouvais donner un seul conseil à la jeune Laetitia qui rêvait de danser, quel serait-il ? C'est très bateau ce que je vais dire, de croire en ses rêves. Je l'ai dit tout doucement en plus, je fais de la ASMR. Croire en ses rêves. C'est un nouveau projet de podcast. Non, mais ouais, en tout cas, je sais pas si j'aurais des conseils à donner, parce que je referais vraiment tout pareil. De rester moi-même, parce que je sais aussi que
il y a toute une partie un peu sociale aussi à côté, qui est une réalité. C'est qu'on travaille quand même souvent avec les mêmes personnes qui nous rappellent, etc. Parce que c'est agréable de travailler avec telle ou telle personne. Et moi, c'est quelque chose où je me suis dit, je voudrais jamais tomber dans un côté un peu vicieux où on s'écrase pour réussir, pour se placer, piquer le truc à quelqu'un d'autre et tout. Ça, c'est un truc qui se fait et qui est dans le milieu, et il y en a beaucoup. Mais c'est quelque chose où je me suis dit, moi, je veux que... On veuille travailler avec moi parce que je suis une bonne danseuse, mais aussi qu'on se dise, ah mais Letty, si on la ramène sur le contrat, ça va être trop bien. Tu vois, je me suis dit, je dois être cette personne-là. Puis je me force pas, en fait, je suis juste moi, mais je me suis dit, il faut vraiment que je reste fidèle à moi-même, même si je fais des trucs de ouf, et que je continue de m'extasier. Tu vois, là, j'ai 28 ans, et je continue toujours de m'extasier quand j'ai un contrat de ouf, quand je suis dans un hôtel de ouf. Je suis trop fière, tu vois, de me dire, ouais, je suis là, et je suis contente, et j'ai toujours l'euphorie de... Ah, mais il faut, parce tu que vois si ça tu le perds, c'est qu'à un moment donné, il faut... C'est ça, mais il y en a qui sont aigris, et tu vois, je reviens à ça aussi, mais il y en a qui ont commencé du coup très tôt, qui n'ont peut-être même pas choisi cette voie-là parce qu'ils baignaient dedans ou ça s'est fait comme ça. Mais du coup, je trouve que ça s'essouffle plus. Alors, il n'y a pas de chemin tout tracé. Il y en a qui sont passionnés jusqu'au bout de leur vie, et tant mieux. Mais j'ai remarqué ça, et je sais que ça peut m'avantager. C'est que du coup, certaines personnes qui ont baigné dedans très très jeunes, bah, quand ils arrivent à mon âge, ils ont déjà voulu se réorienter, faire autre chose, reprendre une autre vie et tout, parce que bah, ça s'essouffle en fait. Des fois, hein, pas toujours, mais ça peut s'essouffler. C'est pour ça qu'en fait, faut vraiment, vraiment en fait, être sûr et être passionné, parce qu'il y a quand même des sacrifices, et en fait, ça en vaut la peine. Mais il y a quand même plein de choses qu'on met entre parenthèses quand on veut vraiment faire ça, parce que c'est une vie qui est un peu aléatoire, qui est pas très stable, qui est pas... Et je reviens sur les gens aigris. Je trouve qu'il y a un truc hyper important que tu dis, c'est que parfois, tu as des personnes qui ont commencé plus tôt leur formation et qui n'ont pas toutes les expériences qu'une autre personne a pu avoir alors qu'elle a commencé plus tard. Et ça crée chez certaines personnes une sorte de jalousie, de frustration. En fait, les gars, venez, on est tous différents, il y a de la lumière pour tout le monde. C'est pas parce que tu as commencé plus tôt que tu réussiras plus tôt. C'est clair. C'est pas parce que tu as commencé plus tard que tu réussiras plus tard. Mettez votre énergie au bon endroit. Moi, je me suis toujours dit, tu vois, quand je vois des lumières sur les gens, tu vois, on a tous une lumière qui est plus ou moins allumée. Mais en tout cas, on a tous des lumières qui sont différentes. Elles vont bien ensemble, les unes avec les autres, elles vont bien séparément. Mais en fait, une lumière n'éteint pas une autre. Donc, tu vois, je comprends pas les gens qui veulent pas monter avec leur lumière, mais qui veulent faire ça. Parce qu'en fait, vous descendez quand vous écrasez les autres. Donc en fait, c'est quoi votre but, c'est de rester là. Mais laissez-moi grimper là-haut, toute seule. Là, je fais mon chemin, je vous suis pas, quoi. Tu vois, et... Je suis pas toute seule à avoir ce mindset, heureusement, parce que moi, on m'a préparé à... Tu vas voir, c'est un monde de requins et tout. Certes, c'est un monde qui est compliqué, mais j'ai quand même fait tellement de rencontres où il y a beaucoup de gens qui pensent comme moi et qui sont pas tous comme on les imagine dans les films de danse, quand la méchante, elle coupe les collants de la copine à côté pour pas qu'elle aille réussir son audition. Bon, c'est un peu la guerre parfois, parce que quand on passe une audition et qu'on doit la voir, bon, voilà. Mais j'ai pas trouvé autant de malveillance que ce qu'on m'a dit, et heureusement... Parce que, en fait, on en a besoin de ça. Parce que, en fait, on va tous travailler les uns avec les autres. Puis même, on va pas se faire griller, en fait, si vous êtes comme ça. Moi, des fois, j'ai des trucs où je me dis, ouais, j'ai besoin d'une danseuse pour ci ou pour ça. Mais je vais appeler quelqu'un qui est... Humainement, quelqu'un de bien, quoi. Quelqu'un avec qui on va passer un moment. Exactement. Et puis qui te dit que toi, quand tu montes avec ta lumière, tu n'iras pas aussi éclairer les autres, tu vois. C'est ça. Après voilà, je pense que c'est chacun le mindset. On a tous des mentalités différentes, mais il faut essayer de voir les choses de manière positive, quoi. On va terminer l'épisode sur ça. Oui. Enfin, non, sur une dernière chose, j'ai un petit jeu que tout le monde attend à chaque fois. Trop bien. Bon, j'ai rien inventé, je leur dis. C'est quelque chose qui vient de Combini et que j'ai vu sur les réseaux. Et je trouve ça cool de le mettre dans la danse. Donc, les règles du jeu sont simples. Tu dois choisir entre ça ou ça de manière la plus rapide possible. Ok. T'es ready ? Ouais, rapide en plus. Okay. Ah ouais, faut être rapide. T'as le droit à un joker. Ok. Et là, tu te dis quand est-ce que je vais l'utiliser. Ok. Ah, tu peux me dire combien il y en a ? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15. Ok. Michael Jackson ou Beyoncé ? Michael Jackson. Step in ou sexy dance ? Step in. Danser seul devant le miroir ou en équipe sur scène ? En équipe sur scène. Cours de danse académique ou freestyle total ?
Cours de danse académique. Compétition ou collaboration? Collaboration. Formation en France ou aux États-Unis? Aux États-Unis. Los Angeles ou Paris? Los Angeles. Un gros contrat stable ou plein de petits projets variés? Plein de petits projets variés. Danse urbaine ou danse contemporaine? Urbaine. Coaching individuel ou donner des workshops? Workshop. Apprendre des chorégraphies ou improviser? Apprendre des chorégraphies. Répétition ou spectacle? Spectacle. Danser pour soi ou pour le public? Pour soi. J'ai hésité là. Joker. J'aime bien les deux. Voilà. Routine stricte ou liberté totale? Liberté totale. Se conformer ou se démarquer? Se démarquer. Voilà, c'est tout. Très bien. Ça va? J'ai répondu rapidement. Ouais. Tu sais, je suis essoufflée. J'étais stressée. Je t'ai vu quand je t'ai dit on va commencer, t'as fait... Je t'ai vu t'ancrer dans la chaise. C'est la goutte là. Bah, merci beaucoup Laetitia pour ton temps et Avec tes plaisir. partages, ton parcours. Je te souhaite le meilleur. Je te souhaite de monter, d'aller toucher les étoiles et d'être la star que t'as toujours voulu être depuis toute petite. J'espère que ton parcours il résonnera bah voilà, chez d'autres personnes. Donc merci pour ton temps. Merci à toi. À bientôt. À bientôt. Bisous.